Bonjour, bienvenue à tous dans l'espace formation emploi du salon Medagri. Dans le cadre de ce salon un peu particulier, l'espace emploi-formation souhaitait, avec ses partenaires, donner et tenir la place que doit avoir la formation au sein de notre vie. Pour ce salon virtuel, nous avons choisi la forme de plusieurs tables rondes que je nommerai de la formation à l'emploi. Quels sont les atouts du monde agricole? Nous voulons, à travers ces échanges, permettre aux différents publics, les jeunes au moment de l'orientation, les conseillers d'orientation, les enseignants de l'éducation nationale qui souvent nous connaissent peu ou mal, mais aussi aux adultes en reconversion, aux demandeurs d'emploi ou encore aux chefs d'exploitation ou d'entreprise de mieux connaître tous les acteurs et les outils qui existent pour répondre à leurs besoins et à leurs questionnements. Dans la vie, la formation, quelle que soit la période ou le niveau, est un investissement réel et indispensable. Elle permet de trouver sa voie, de trouver et de progresser dans son travail. Si l'on parle de la formation initiale, c'est à travers l'enseignement agricole, sous quelle forme que ce soit, en passant par l'alternance et l'apprentissage, qui, je le souligne, est aujourd'hui une voie d'excellence, que sont préparés les professionnels de demain. Ou, s'il s'agit de la formation continue, qui permettra à certaines d'évoluer dans leur poste, à d'autres de trouver une nouvelle voie, et à tous, dans notre monde en mouvement permanent, de répondre aux évolutions nécessaires, qu'elles soient techniques, réglementaires ou sociétales. Personne ne doit ignorer que de nos jours, la formation est un moyen, à mon avis indispensable, au développement comme à la pérennité des entreprises. Tous les intervenants que nous allons entendre au cours de ces tables rondes veulent s'adresser à Monsieur Curieux, qui cherche à découvrir le monde agricole et l'agriculture, ou bien à ce jeune qui s'interroge sur son orientation, ou encore à cette personne qui désire se reconvertir et cherche vers qui se tourner, mais aussi à cette autre personne qui est déjà très intéressée et qui complète ainsi ses recherches. Comme à cet agriculteur qui veut se faire accompagner dans l'évolution de son entreprise ou se faire aider pour un recrutement. Ils veulent aussi convaincre et prouver que l'agriculture recrute, qu'il faut oser l'agriculture, et que contrairement aux idées reçues, l'agriculture c'est jeune, c'est moderne, c'est plein d'innovations, en clair que ça bouge, qu'il y a de l'emploi et des possibilités d'évoluer. Je vais m'arrêter là et pour présenter le déroulé de cet après-midi. Nous commencerons avec la Cité des métiers pour découvrir cette structure et nous positionner dans l'échiquier des secteurs économiques. Puis, une première table ronde sera consacrée à la formation initiale, à savoir l'enseignement agricole sous toutes ses formes. La seconde table ronde présentera l'alternance et l'apprentissage, qui sont tantôt formation initiale, tantôt formation continue. Cela fera un lien avec la troisième, où nous aborderons la formation continue. Je le rappelle, un apprenti est un salarié. Puis nous terminerons donc avec le numéro 4 sur l'emploi et le recrutement, car la formation a comme objectif dès le départ le travail et l'emploi. Pour animer les échanges, nous avons trouvé un candide en la personne de Luc Dumont, à ma gauche, qui est lui-même actuellement en formation dans le cadre de ses nouvelles fonctions, où il découvre le monde agricole, l'agriculture et ses acteurs. Voilà, bienvenue pour cette deuxième table ronde sur l'alternance et l'apprentissage après la formation continue. Alors nous avons trois intervenants, Madame Perrine Bonzi, qui est la conseillère entreprise pour le Vaucluse de Ocapiat, le bras financier,
Nous avons Monsieur Thierry Techer, le directeur de l'unité de formation en apprentissage et formation continue de, alors vous me pardonnez sur l'acronyme, EPLEFPA, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, donc mieux connu sous le nom du lycée Pétrarque. Et Monsieur Jean-Paul Malval, directeur de 2 écoles, l'École supérieure de commerce des entrepreneurs de la naturalité, l'ISEMA, et l'ISARA, École d'ingénieurs en agronomie agroalimentaire et environnement. Est-ce que vous avez de l'argent à nous donner? Première question. Très bonne question. Nous sommes donc évidemment dans une période très compliquée au niveau économique, avec la crise sanitaire. J'ai pu abandonner le masque, on est un petit peu moins autour de la table par rapport à la distanciation. Mais c'est sûr que tout le monde vit une période particulièrement difficile. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Capiat et le rôle de Capiat en particulier, le financement bien sûr? Tout à fait. Donc, Capiat et l'OPCO, l'organisme de compétences de la coopération agricole, l'agriculture, la pêche et les territoires. Donc, Capiat est né de la fusion entre Opcalim et FAFSEA, donc c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Capiat, c'est aujourd'hui 50 branches professionnelles. Nous accompagnons les entreprises dans le développement de compétences des salariés. Nous avons un rôle fort sur la mission de l'apprentissage, développement et la gestion des contrats d'apprentissage. Et puis nous représentons les branches professionnelles sur le terrain. Messieurs les directeurs, est-ce que vous utilisez le support de Capiat au jour le jour? Oui, bien sûr. En ce qui concerne nos formations en apprentissage notamment, puisque une formation en apprentissage représente un coût de formation. Ce coût de formation, il n'est pas assumé par l'apprenti, puisque pour l'apprenti, la formation est gratuite. Ça veut bien dire donc qu'il y a quelqu'un d'autre qui finance, et en l'occurrence, une bonne partie du financement est assurée par des OPCO, dont Capiat fait partie. Et donc, le déroulement de cet apprentissage, donc pour l'apprenti, c'est gratuit. Pour vous, fatalement, vous avez un coût qui est assumé en partie ou en totalité avec des financeurs. En pratique, ça se déroule comment? L'apprenti doit faire une demande pour pouvoir rentrer? Est-ce que c'est l'étudiant qui est dirigé vers une entreprise en particulier? Comment ça se passe? Il y a un choix, c'est très cadré? Oui, c'est cadré, mais ça reste néanmoins assez multiple comme voie d'accès, c'est-à-dire qu'on a toutes les configurations possibles. Donc je vais parler des établissements dont je m'occupe, ce qui sera peut-être différent pour le Oui, présentez-nous aussi bien voilà. sûr les écoles. Alors, en ce qui concerne les 2 écoles, donc c'est des établissements d'enseignement supérieur, on recrute les apprentis au niveau post-bac plus 2 pour 3 ans. Une bonne partie d'entre eux peut arriver dans notre processus d'admission avec leur entreprise. Parce que pendant leur BTS, par exemple, ils ont pu faire des stages et l'entreprise leur dit si tu continues vers une formation d'ingénieur, on est d'accord pour t'accompagner, etc. Une autre partie d'entre eux peut arriver à notre processus d'admission sans entreprise et à ce moment-là, nous, école, on suscite auprès de notre réseau de partenaires entreprises des offres. Et à ce moment-là, quand on a retenu la candidature du futur apprenti, on lui met à disposition les différentes offres qu'on a reçues. À partir de ce moment-là, c'est un processus de recrutement, parce que tout à l'heure, on a dit que les apprentis sont des salariés, donc les entreprises les recrutent comme des salariés, surtout pour nos établissements où le cursus est long, c'est 3 ans l'apprentissage, par exemple, pour le diplôme d'ingénieur. Donc vous voyez l'investissement que met l'entreprise dans cette formation, c'est à visée de recrutement derrière la plupart du temps. Les 2/3 des apprentis qui sont passés par l'école d'ingénieur sont recrutés dans l'entreprise, ont fait leur apprentissage. Donc il y a un processus de recrutement interne à l'entreprise et à l'issue de ce processus, l'entreprise, l'apprenti nous disent voilà, on s'est trouvé. Et à partir de là, le processus, je dirais, administratif commence
avec effectivement pour l'entreprise une question financière aussi, de rémunération de l'apprenti, de prise en charge de la formation par un OPCO, etc. Et nous, en tant qu'établissement, là, c'est la partie CFA, Centre de formation d'apprentis, qui s'en occupe. Ça se passe aussi comme ça chez vous, Monsieur Técher, au lycée Pétrarque. Comment sélectionnez-vous les apprentis, les candidats pour l'alternance? À l'identique. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est géré par le CFA arabe, donc c'est le CFA régional école publique, qui va gérer toute la formation pour le PACA et la région sud sur les 2000 apprentis de nos établissements. Aujourd'hui, le CFA arabe, c'est 15 établissements, 15 sites qui sont gérés effectivement en UFA, unité de formation d'alternance, qui vont de Saint-Rémy de Provence, en passant par Orange, en allant jusqu'à Hyères et Antibes. Et sur le bassin local, on a, tout à l'heure, M. Candal l'a abordé sur le lycée professionnel de la Ricarde, un site purement dédié sur l'agroéquipement. Et aujourd'hui, là, sur Avignon, sur le bassin local de l'agroalimentaire, on a le lycée Pétrarque qui est juste de l'autre côté du forum Médagri d'aujourd'hui. Notre recrutement est identique. 3 mots, je dirais sourcing, accompagnement et puis placement. Donc on a les mêmes process que nos voisins à l'ISARA, parce qu'on travaille également avec eux. L'objectif, effectivement, c'est, au travers de ce sourcing, pouvoir aller chercher les futurs candidats. Donc, on est sur une génération 4.0. On doit être en capacité de pouvoir s'adapter et d'adapter nos outils de communication pour pouvoir, accueillir des nouveaux jeunes candidats. Donc, c'est pas simple quand on est dans le monde de l'agriculture. Moi, je ne suis pas issu du monde de l'agriculture, un petit peu comme vous. Quand on vient de l'industrie et plutôt métallurgique et aéronautique, et quand on débarque dans un lycée agricole, avec, c'est pas forcément très sexy de débarquer dans un lycée agricole. Par contre, on a des valeurs qui sont propres à la naturalité, qui sont très importantes. Donc, on va effectivement chercher nos candidats à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la communication. Aujourd'hui, c'est un outil indispensable et incontournable pour pouvoir attirer, recruter et accompagner tous nos apprentis. Après, le deuxième cursus et process d'intégration, c'est quoi? C'est effectivement nos forums, c'est des salons, des forums qui sont purement dédiés aux métiers de l'agriculture et les métiers connexes de l'agriculture, via toujours notre CFA agricole publique. Et puis après, c'est nos journées portes ouvertes. Donc, si vous avez vos agendas et vos stylos, la première journée virtuelle, parce que nous aussi, on va s'adapter dans l'agriculture. On est 4.0, on est capable d'adapter notre formation aux candidats et aux jeunes qu'on a en face de nous, et également aux entreprises partenaires. Donc, on met en place des journées virtuelles, comme Jean-Paul Valval, mon voisin ici, pour pouvoir effectivement promouvoir et valoriser l'ensemble de nos formations. Donc, la première, c'est le 5 décembre, pour les formations post-bac sur la Sorgue et sur Avignon. Et nos journées portes ouvertes physiques, on espère pouvoir les maintenir en physique, le 6 février sur Avignon et le 20 mars sur l'île sur la Sorgue. Mais voilà, donc la publicité est faite pour les internautes derrière leur écran, les visiteurs du salon Médagri, donc le 5 décembre, le 6 février. Vos journées portes ouvertes. Pour organiser, donc moi qui suis une entreprise agricole quelconque, je cherche des apprentis, je cherche des stagiaires, de l'alternance, je me dirige vers vous. J'ai une liste, je rentre dans une liste, il y a des critères, et surtout, est-ce qu'il y a des aides financières? Je me retournerai après vers madame pour l'argent, mais comme entreprise, on a des aides pour avoir des apprentis sur le terrain? Alors effectivement, je vais faire un petit zoom avant Covid, après Covid. Avant effectivement la réforme du gouvernement du mois de juin. Toutes les formations qui étaient inférieures au bac avaient la possibilité de pouvoir avoir une aide à l'embauche d'un apprenti. Ça allait de 4 125 € la première année jusqu'à un peu plus de 1 000 € la troisième année. Et ces aides n'étaient pas possibles pour les formations supérieures, donc type BTS, licence pro, Master 1, Master 2, école d'ingénieur. Aujourd'hui, avec cette réforme, donc si un employeur effectivement nous regarde aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir prendre un apprenti, de l'embaucher. Nous, on a des BTS. Aujourd'hui, un BTS, avec les aides de l'État, c'est 0 € par mois. Pourquoi? Parce qu'on a des aides de plus de 8 000 € si le jeune est majeur et l'entreprise a moins de 250 salariés. Et effectivement, des aides de 5 000 € si le jeune est mineur. Donc c'est vraiment le moment aujourd'hui de pouvoir se dire, en tant qu'employeur, je vais prendre un apprenti, parce que c'est vraiment intéressant et puis ça permet de valoriser effectivement nos formations. Madame Bonzi, j'ai entendu parler, je vous mens, je n'ai pas entendu parler, c'est marqué sur ma fiche.
entendu parler d'un plan de relance 2020 de l'alternance. Est-ce que, M. Tescher parlait d'un avant et d'un après Covid, ce fameux plan de relance 2020 de l'alternance, on est dans ce qui était prévu avant la crise sanitaire? Ça a été revu? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Effectivement, ça a été revu au mois de juillet et donc l'État a décidé d'accompagner davantage les entreprises qui souhaiteraient recruter via un contrat en alternance. Donc l'alternance, ça recouvre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Et effectivement, comme le disait monsieur tout à l'heure, les aides de l'État ont été déplafonnées, c'est-à-dire que maintenant, peu importe le diplôme, le futur alternant bénéficie, en tout cas l'entreprise qui embauche un alternant bénéficie d'une aide. Cette aide est donc de 5 000 € si le jeune est mineur et de 8 000 € si le jeune est majeur. Et vous parliez de contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. C'est quoi la différence? C'est parfois difficile de s'y retrouver quand on n'est pas spécialiste du domaine. Vous pouvez nous éclairer? Tout à fait. Donc, le contrat d'apprentissage ressort, lui, davantage de la formation initiale, tandis que le contrat de professionnalisation, c'est plutôt de la formation continue. Dans les deux cas, il s'agit bien de formations qui se pratiquent dans le cadre de l'alternance, c'est-à-dire que le jeune va alterner entre des périodes théoriques en centre de formation et des périodes pratiques en entreprise. Ensuite, ce qui va différencier, ça va être l'âge. Un contrat d'apprentissage peut se conclure jusqu'à la 29e année, tandis qu'un contrat de professionnalisation, lui, peut être étendu et des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans peuvent en bénéficier. Un contrat d'apprentissage et un contrat pro, dans les deux cas, préparent à un diplôme ou à un titre professionnel. L'ouverture que peut donner un contrat de professionnalisation, c'est de préparer un certificat de qualification professionnelle, d'où le lien avec la formation continue. La différence, à nouveau, se pose sur la question de la rémunération. Dans les deux cas, il s'agit bien d'un pourcentage du SMIC. Le pourcentage du SMIC n'est pas le même pour un contrat de professionnalisation ou un contrat pro. Il y aurait une différence sur l'âge, donc on a vu l'âge, la rémunération et notamment le type de diplôme. C'est vraiment les trois points phares. Au niveau d'un lycée tel que le lycée Pétrarque, quel diplôme préparez-vous ou quel diplôme ouvre la porte à un apprentissage? Donc vu qu'on est là au niveau de la formation initiale sur des personnes, je suppose, de moins de 29 ans, quel diplôme proposez-vous? Alors sur le Zoom écosystème CFA Régional Agricole Public, on est sur du 2000 apprentis, des formations qui vont de l'environnement en passant par les paysagistes, je dirais la partie œnologie, viticulture, la production végétale, animale. Le petit zoom sur Avignon, c'est effectivement l'agroalimentaire et à l'île Soissons, on est tout à l'heure, c'est l'agroéquipement. Aujourd'hui, on est vraiment sur des formations du CAPA, donc certificat de titre professionnel agricole, en allant jusqu'à l'école d'ingénieur. Donc tout l'avantage effectivement de ce bassin, c'est qu'on a un partenaire. Donc je laisserai tout à l'heure M. Malvan en parler, c'est Silzara Lizama, parce qu'on est capable de donner à nos apprentis sortant BTS une poursuite d'études. L'objectif, c'est de pouvoir proposer à nos futurs candidats présélectionnés dans le cadre de nos UFA et de notre lycée une poursuite d'études jusqu'en école d'ingénieur et en école supérieure. Donc toute formation possible, effectivement, en alternance. Et donc là, je me retourne naturellement vers Jean-Paul Malval. J'ai un BTS agricole, je sors du lycée Pétrarque. Magnifique lycée, magnifique formation, mais je souhaite quand même continuer. Est-ce que ça suffit pour entrer dans une école supérieure, que ce soit celle de commerce ou des entrepreneurs de la naturalité ou les ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement? Et qu'est-ce que je peux faire comme étude? Dans quelle branche je peux me lancer dans ces deux écoles chez vous pour poursuivre mes études au lycée? Aujourd'hui, un élève qui sort du lycée Pétrarque ou d'autres lycées avec un BTS, effectivement, s'il veut poursuivre, il peut poursuivre. Il faut que ce soit clair. S'il obtient son BTS, il a tout un tas de possibilités de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
En ce qui nous concerne, il a déjà un premier choix à faire, c'est est-ce qu'il est intéressé par une formation, je dirais, à caractère commercial. Alors commercial, ça veut dire aussi marketing, logistique, achat, etc. Ou une formation à caractère plus scientifique et technique, et là, c'est l'école d'ingénieur. Donc c'est ça le premier choix. Donc à partir de là, les processus de recrutement sont un petit peu différents et les exigences sont un petit peu différentes. On va dire la formation commerciale, ce qui compte essentiellement, c'est le projet, c'est la motivation, c'est la volonté d'apprendre. Voilà. L'école d'ingénieur, il y a ça, c'est sûr, plus un minimum d'acquis scientifiques, puisque toutes les écoles d'ingénieurs en France sont sous la tutelle d'une structure qui s'appelle la commission d'éthique d'ingénieurs et qui veille au niveau scientifique et technique de cette formation. Donc il faut arriver à l'admission dans une école d'ingénieurs avec un bon niveau dans les disciplines scientifiques et techniques. Il faut la bosse des maths? C'est pas la bosse des maths, mais c'est une certaine aisance effectivement avec ce type de matières qui peuvent paraître un petit peu rugueuses à certains moments, mais qui sont quand même nécessaires dans une carrière d'ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui va concevoir, qui va améliorer des dispositifs. Donc dans l'approche scientifique et technique, c'est quand même important d'être assez à l'aise. Ouais. Mais c'est pas, je dirais que c'est. On demande pas. Aujourd'hui, on n'a plus dans les écoles d'ingénieurs la sacro-sainte vision de la classe préparatoire. Beaucoup d'écoles font des recrutements post-bac. Avec un bon niveau de terminale, on peut rentrer dans une école d'ingénieur. Avec un niveau correct en BTS, on peut rentrer dans une école d'ingénieur. Oui, bon, bien sûr, il faut donc ce prérequis scientifique quand même minimum. Mais après, on est sur de la technologie, j'entends aussi. On est dans le secteur agricole sur de la haute technologie, on est sur de l'high-tech. Justement, alors, par rapport à ce que disait Thierry tout à l'heure, qui vient du monde de l'industrie, je dirais que dans l'industrie et dans la filière agricole et agroalimentaire, on va de la nature à la technologie. C'est ça qui est assez passionnant dans cette filière, c'est-à-dire qu'aussi bien, vous pouvez être, je peux parler des missions qu'ont les apprentis quand ils rentrent dans nos écoles et ensuite donc ils sont forcément dans une entreprise. Il y en a qui se retrouvent sur de la production agricole, à accompagner des exploitations agricoles dans tous les domaines qu'on trouve sur nos territoires. Donc ils sont chefs de culture, ils font de la production. Il y en a qui sont dans la transformation de ces méthodes de production, donc de l'accompagnement vers des nouvelles méthodes. Tout à l'heure, on a parlé, je crois, permaculture ou agroécologie ou agroforesterie, etc. Il y en a qui sont dans la mise en place de nouveaux dispositifs, parce que l'agriculture, c'est un secteur qui évolue énormément ces dernières années. Aujourd'hui, un tracteur, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point un tracteur, ça ressemble plus à un satellite qu'à une voiture. Enfin, je veux dire, c'est énorme la technologie qu'il y a dans ce type d'appareil. Donc, voilà, donc il faut accompagner la mise en place de ce type de choses. Et puis après, il y a toute la partie aussi transformation, la partie commercialisation, parce que les ingénieurs ne sont plus cantonnés à des dimensions techniques. Ils vont de plus en plus vers des missions techniques, commerciales. Et un peu la même chose. Nous, on a une école de commerce qui est spécialisée dans la filière de la naturalité, parce que pour bien vendre un produit, pour bien acheter un produit, il faut avoir aussi la fibre technique, il faut connaître un peu les spécificités du produit. Donc voilà, c'est une filière qui est riche de ça, qui va de la nature à la technologie et de la technologie à la nature. Donc des GPS pour se repérer dans les champs, des drones pour suivre les cultures, oui, on est dans des capteurs, des capteurs pour savoir s'il faut irriguer, s'il faut traiter, etc. Et à côté de cette partie théorique que vous allez avoir, ou de formation classique, comme on peut l'imaginer dans une école, sur un banc avec un professeur des écoles, un maître au tableau, à la planche, je suppose qu'il y a pour revenir sur cette partie pratique, donc vous envoyez aussi vos étudiants dans les entreprises comme apprentis. Ça, c'est un gros intérêt de l'alternance. C'est-à-dire, quelle que soit la modalité, contrat de pro ou apprentissage, grosso modo, c'est 1/3 du temps à l'école, 2/3 du temps en entreprise. Donc sur un cursus de 3 ans, comme c'est le cas dans nos 2 écoles, ça veut dire 2 ans en entreprise. Et quand on est 2 ans en entreprise, on n'est pas un stagiaire, quoi. On n'est pas quelqu'un qui
qui est cantonné dans des tâches subalternes. On a forcément un projet, on a forcément une vraie mission. Et ils font quoi? Donc un exemple de mission d'un apprenti qui part dans une entreprise agricole pour 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut lui confier comme mission, à la fois du côté employeur, donc j'ai l'entreprise agricole, j'ai un apprenti qui vient chez moi, qu'est-ce que je peux espérer lui faire faire en termes de responsabilité, de contenu du travail, et oui, vous les formez à quoi? Nous, on a un peu moins d'apprentis que le CFA agricole. On en a à peu près 150 par an. Donc, il y a 150 missions différentes, 150 situations différentes. Il y a ça va, donc je vous disais tout à l'heure, d'entreprises de production agricole jusqu'à de la transformation, en passant par des centres techniques, des centres de recherche. On a des apprentis à l'INRAE qui sont sur des projets de recherche. Voilà, donc vous donner une mission, c'est quand même difficile. Mais un exemple. avant de venir, j'étais au téléphone avec une entreprise qui est en train de finaliser un recrutement, qui est une toute petite entreprise qui met en place, c'est de la brasserie à la ferme, et ils veulent mettre en place toute la filière houblon en amont de leur brasserie pour la maîtriser en totalité. Voilà, c'est un exemple. Mais à l'autre extrémité de ce type de mission, je vous dis, il y a de l'expérimentation dans le domaine agricole, à l'INRA, il y a de la recherche, il y a de la transformation, de mise en place d'un méthaniseur, par exemple, pour un certain nombre d'exploitations agricoles qui veulent se mettre en commun et travailler sur de la valorisation de coproduits. Il y a de la mise en place de filières de valorisation, de circuits courts, de choses comme ça. Enfin, aujourd'hui, et puis la mise en place, je redis, de traitement de données, parce qu'une exploitation agricole, même une parcelle, ça se conduit maintenant comme un Boeing, avec tout un tas de capteurs, et il faut les analyser, il faut les traiter pour prendre la bonne décision. C'est facile, Monsieur Técher, de trouver à la fois des apprentis et des entreprises dans le secteur agricole. Vous éprouvez des difficultés ou les places partent toutes seules? Il faut se battre pour avoir une place. Alors aujourd'hui, on a plus d'entreprises que de candidats. Dans le secteur agroéquipement notamment, on n'est pas capable de satisfaire l'ensemble de nos entreprises partenaires. Donc on a tout bête, nos BTSG2A, donc j'ai dit des équipements agricoles, donc qui sont à la fois en conception, en modélisation de machines autonomes. Et on avait une possibilité de pouvoir ouvrir à 18. On a 12 candidats. Donc potentiellement, on est à la recherche de 6 jeunes pour pouvoir compléter la section. Tout à l'heure, dans l'autre table, il y avait un jeune qui était plutôt sur la partie conduite d'engin, les tractoristes. On forme également ces métiers-là. Monsieur Candal disait que c'était un métier en tension. Il y a 5000 postes qui sont à pourvoir sur le bassin. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, sur le bassin local, que ce soit dans le Vaucluse, sur Avignon, l'Isle-sur-la-Sorgue, on n'est pas en capacité de pouvoir mettre des jeunes en face des places qu'on a chez nos partenaires. Voilà. Mais j'entends bien, donc les métiers sont en tension, il y a de la demande au niveau des entreprises, mais on est sur des métiers qui nécessitent une formation, une vraie formation dans vos établissements. Pour revenir sur cette image d'Épinal qu'on peut avoir parfois, le métier a vraiment évolué les dernières années. On est au XXIe siècle, on n'est plus dans l'agriculture, de l'imaginaire collectif. Madame Bonzi, pour une entreprise qui souhaite engager de cette façon-là ou d'avoir des apprentis chez elle qui sont formés, on l'entend, hautement formés, hautement qualifiés, il n'y en a pas assez, d'après ce que nous disent les deux directeurs. Quelles sont les démarches qu'une entreprise doit entreprendre pour se fournir, le terme est mal choisi bien entendu, mais pour obtenir des apprentis chez elle? Alors, dans la mission de l'OPCO au CAPIAT, il y a une mission d'information sur le contrat d'apprentissage et nous avons développé un site internet qui s'appelle Cap vers l'alternance, qui permet d'avoir toutes les informations et toutes les entrées sur l'apprentissage. Donc, sur le contrat d'apprentissage, il y a différentes entrées. Si vous êtes apprenti, si vous êtes entreprise ou bien organisme de formation, chacun peut trouver sur ce site, sur cet espace, dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, des réponses à ces questions. On peut trouver des kits
qui correspond aux besoins, que ce soit au niveau de l'entreprise ou du centre de formation. Le futur apprenti a une mine d'informations aussi sur le contrat d'apprentissage et toutes les questions qui peuvent se poser autour. Donc on a vraiment cherché à être facilitateur sur ce sujet-là pour, je dirais, toutes les parties au contrat. Apprentis, entreprises et centres de formation. Donc, cap vers l'alternance. Cap vers l'alternance, que vous pouvez accéder directement à cette plateforme à partir de notre site Ocapiat, www.ocapiat.fr. Voilà, eh bien, pendant la pause, on va clôturer ici cette deuxième table ronde. Donc, nous vous invitons, vous derrière vos écrans, mais il faut revenir bien entendu après sur Medagri, aller faire un petit tour donc, sur le site de l'Ocapiat et sur la plateforme Cap vers l'alternance où vous trouverez toutes les informations pour l'alternance et l'apprentissage. Voilà, dans quelques minutes. Merci.